5, 4, 3, 2. Bonjour à tous, c'est Laurent-Frédéric Gollet, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afterlap, le podcast du sport auto. J'en profite vraiment pour vous remercier de l'accueil que vous nous avez accordé la semaine dernière à Henri Pescarolo et à moi-même. Les meilleurs chiffres de fréquentation ont vraiment été battus, pulvérisés même, donc merci à Henri, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans les semaines qui viennent pour les 2 autres épisodes qui lui seront consacrés. Mais en tout cas, vraiment merci de votre fidélité et de votre confiance par rapport donc à l'Afterlap, le podcast du sport auto présent sur toutes les plateformes usuelles de podcast et sur le site bien sûr www.afterlap.com. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde la rubrique Souvenirs. J'avais commencé il y a quelques temps à vous parler de mon expérience de la mort d'Ayrton Senna. Mais je voudrais aussi inaugurer une nouvelle formule en quelque sorte où je vais vous raconter un Grand Prix du passé, ou en tout cas une grande course du passé, mais on va commencer aujourd'hui par un Grand Prix du passé. Et donc, j'ai élu le Grand Prix d'Afrique du Sud 1977 pour commencer cette rubrique. Alors, pourquoi ce Grand Prix d'Afrique du Sud 1977 ? Il y a 3 raisons. D'abord, c'est vraiment ma volonté de raconter des courses du passé, donc je voulais qu'on soit quand même assez en arrière par rapport à la situation actuelle. Donc voilà, c'était il y a plus de 40 ans maintenant. Deuxième raison, c'est mon premier souvenir de Formule 1. Voilà, alors c'est évidemment dû aux circonstances absolument tragiques de ce Grand Prix que je vais vous narrer dans quelques instants. Mais moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Formule 1, j'avais 10 ans, et ce qui s'est passé à Kyalami ce jour-là, évidemment, on en parlait dans les journaux télévisés ou dans les journaux tout court, à la radio, donc moi je me souviens en avoir entendu parler, et c'est là que j'ai pris conscience que la Formule 1 était un sport absolument dingue, en quelque sorte, et ça m'a donc marqué à vie, donc voilà pourquoi je voulais vous raconter aussi ce Grand Prix. Et puis troisième raison, c'est justement la discussion qu'on a eue avec Henri Pescarolo, puisque donc Henri a été en Formule 1 jusqu'en 1976, et il nous avait témoigné de son étonnement lorsque Niki Lauda avait abandonné dès le 2e tour à Mont Fuji pour le dernier Grand Prix de la saison 76, et qu'il avait donc perdu le titre face à James Hunt, Henri nous confiant qu'il n'avait pas compris l'attitude de Lauda, parce qu'il estimait que s'il y avait un titre de champion du monde en jeu, fallait tout tenter. Mais bon, voilà, donc là on n'est que quelques mois seulement après ce Grand Prix ultra célèbre, et rendu encore plus célèbre par le film Rush, bien sûr. Donc voilà, j'ai eu envie aussi de continuer dans la lancée et de vous raconter donc ce Grand Prix d'Afrique du Sud 1977 qui s'est donc déroulé à Kyalami le 5 mars 1977. Alors le 5 mars c'était un samedi, donc le Grand Prix, oui, a bien eu lieu le samedi, c'est plus la norme actuellement. Il y avait 78 tours à parcourir de 4 km 104, soit un kilométrage total de 320 km 112. Alors c'est déjà, là aussi, une autre constatation. Eh bien, on faisait plus de kilomètres à l'époque, puisque de nos jours c'est plutôt entre 300 et 310. Eh bien à l'époque c'était 320. C'était le 283e Grand Prix de l'histoire, le 11e Grand Prix d'Afrique du Sud et le 3e Grand Prix de la saison 77. Car effectivement, la saison avait commencé en Argentine le 9 janvier. Imagine-t-on, là encore aujourd'hui, un Grand Prix se dérouler, le premier Grand Prix de la saison se déroulait le 9 janvier. C'était le cas en Argentine, marqué par la victoire absolument sensationnelle de Jody Scheckter, le Sud-Africain, sur la Wolf. Alors, Wolf, on connaît peut-être ce mot maintenant par rapport à l'histoire, mais à l'époque, c'est une nouvelle écurie qui arrive en Formule 1. Imaginez Haas, voilà, Haas arrive et Haas gagne le premier Grand Prix de son histoire. C'est ce qui s'est passé avec la Wolf, qui était due donc au milliardaire canadien Walter Wolf, qui dirigeait une entreprise de construction de plateformes pour la recherche pétrolière. Et bien voilà, premier Grand Prix, première victoire. Avec, dans l'équipe, il y avait Harvey Postlethwaite et Peter Warr. Donc, il y avait quand même du beau monde, mais évidemment, personne ne s'attendait à ce que Scheckter gagne sur Wolf, donc le premier Grand Prix de la saison, reléguant Carlos Pace sur Brabham à 43 secondes, Carlos Reutemann sur Ferrari à 46 secondes, et Fittipaldi sur Copper-Sucar à 55 secondes. Et puis tous les autres avaient abandonné au moins 2 tours avant, donc 4 pilotes seulement à l'arrivée. Le deuxième Grand Prix de la saison 77, c'était le Grand Prix du Brésil, qui avait eu lieu 15 jours plus tard, le 23 janvier. Victoire de Reutemann sur Ferrari, devant James Hunt. Niki Lauda 3e, Fittipaldi 4e. Donc Fittipaldi avait pas mal commencé la saison. Gunnar Nilsson 5e et Renzo Zorzi 6e. Là aussi, on va en reparler. Les 7 pilotes seulement avaient été classés dans ce Grand Prix du Brésil. Les 15 autres avaient abandonné. Donc vous voyez, le taux à l'époque d'abandon, c'était assez incroyable. Et puis donc, on se retrouve début mars pour le Grand Prix d'Afrique du Sud.
Rothman est en tête du championnat avec 13 points en arrivant à Kyalami. Scheckter est deuxième à 4 points. Fittipaldi, Paché et Hunt sont troisième ex aequo à 7 points. Lauda n'est que sixième à 9 points de Carlos Rothman qui est son coéquipier. Donc les équipes, effectivement, chez Ferrari, vous avez Niki Lauda et Carlos Rothman. Chez McLaren, James Hunt, le champion du monde en titre avec Jochen Mass. Chez Tyrrell, Ronnie Peterson et Patrick Depailler. Chez Lotus, Mario Andretti et Gunnar Nilsson. Chez Brabham, John Watson et Carlos Pache. Et chez March, Ribeiro et Stuck. Voilà, donc là, c'est les grandes équipes. On compte ensuite chez Shadow, Tom Price et Renzo Zorzi. Chez Surtees, Hans Binder et Vittorio Brambilla. Jody Scheckter est donc chez Wolf. Claire Regazzoni est chez Ensign. Jacques Lafitte chez Ligier. Emerson Fittipaldi chez Copper-Sucar. Larry Perkins, l'Australien, chez BRM. Et puis il y a 2 marches privées pour Brett Lunger et Boy Agee, qu'on surnommait Bob Agee. Alors, la situation interne quand même du championnat par rapport à certaines équipes, elle est intéressante, notamment chez Ferrari. On a été marqué vraiment par l'épisode du Japon 76 et Lauda, donc, qui abandonne dès le deuxième tour, ça a jeté un froid. Enzo Ferrari, là aussi, n'a pas accepté, n'a pas vraiment compris cette attitude. Donc, il y a de la friture sur la ligne, on va dire ça comme ça, entre Enzo Ferrari et Niki Lauda. Le commendateur en veut à l'Autrichien et on sent une nette préférence qui est accordée à Carlos Rothman, qui est arrivé donc depuis Brabham chez Ferrari. Donc, c'est la recrue de l'hiver pour Ferrari. C'est un petit peu le jeune pilote qui arrive et un Niki Lauda qui est chez lui, mais bon, qui a commis une erreur, on va dire ça comme ça, pour les dirigeants et qui donc en subit le prix. Donc on sent une prime affective et technique et sportive pour Carlos Rothman, l'Argentin, qui arrive et qui a les dents longues évidemment pour bien commencer sa saison chez sa nouvelle équipe. Chez Wolf, on en a parlé, donc Jody Scheckter a commencé l'année de manière incroyable. James Hunt, lui, c'est bien sûr le champion du monde en titre. Il a signé les 2 premières pôles de la saison et donc un podium au Brésil. Brabham va présenter un nouveau modèle en ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Bah oui, c'était pas l'époque où on présentait une nouvelle voiture pour chaque début de saison, on présentait les nouvelles voitures en cours d'année. Eh bien Brabham apporte en Afrique du Sud la BT45B, moteur Alfa Romeo, je vous le rappelle, et donc cette voiture va débuter à Kyalami. Chez Shadow, il y a une nouvelle livrée, figurez-vous. Blanche et bleue pour les DN8 de Price et Zorzi. Et chez March, eh bien, Stuck, je vous en ai parlé, remplace en fait Jan Scheckter. Jan Scheckter est le pilote titulaire, c'est le frère bien sûr de Jody Scheckter, mais ce dernier s'est blessé au pied en Formule Atlantique et donc il est remplacé par Hans-Joachim Stuck. Voilà, donc tout est en place pour ce Grand Prix d'Afrique du Sud. La première séance qualif, vous savez, à l'époque, il y a donc une séance qualif l'avant-veille de la course et puis une deuxième séance qualif la veille, et puis on prend le meilleur temps des deux. La première séance qualif, celle du jeudi, elle est perturbée par une pluie battante, donc elle n'est pas représentative. Malgré tout, on notera que c'est Tom Price, le gallois, chez Shadow, qui réalise le meilleur chrono. Mais comme les conditions météo s'améliorent et qu'il fait sec, même si couvert le lendemain, et bien donc on sait que la séance d'essai qui va compter, c'est celle du vendredi, puisque là, les meilleurs temps, évidemment, vont s'établir à ce moment-là. Donc, la pole position va être signée par James Hunt, 3e pole consécutive, devant Carlos Pache. 3e place pour Niki Lauda, Patrick Depailler est 4e, Jody Scheckter 5e, Mario Andretti 6e, Ronnie Peterson 7e, et alors la contre-performance de Carlos Rothman, le leader du championnat, qui n'est que 8e. A noter quand même que les 12 premiers sont dans la même seconde, donc ça augure d'un Grand Prix vraiment serré, et c'est dire que les performances à l'époque étaient vraiment bien homogènes. Et Tom Price, qui avait réussi le meilleur temps la veille, ne se classe finalement que 15e de la deuxième séance d'essai, donc il partira 15e sur la grille. On se retrouve donc le lendemain, le samedi 5 mars, le temps est couvert, le départ est donné, c'est James Hunt depuis sa pole position qui réussit à conserver l'avantage, mais celui qui fait la bonne opération, c'est Niki Lauda, tout de suite, qui, parti 3e, passe par l'extérieur et s'infiltre donc et se positionne à la 2e place en doublant Carlos Pache. Et Niki Lauda va poursuivre sur sa lancée et au 7e tour, il double James Hunt et il mène donc la course. Alors c'est la première fois depuis le Grand Prix d'Allemagne 76, la même où il a eu son accident terrible évidemment, que Niki Lauda se retrouve en tête d'un Grand Prix. Donc c'est un événement, mais franchement, quand on revoit les images de ce Grand Prix, on sent que Niki Lauda ce jour-là est en pleine forme, on va dire ça comme ça, et qu'il est en mission. Et là, le fait qu'il double Hunt assez vite, dès le 7e tour, on peut, dès ce moment-là, en déduire que ce Grand Prix, il est a priori pour Niki Lauda. Mais vous allez voir que ça ne sera pas si facile que ça.
En tout cas, donc Lauda, voilà, a peut-être fait le plus dur. Il s'est emparé de la première place. Au 10e tour, il mène devant James Hunt, Scheckter, Depailler, Pache, Mas, Andretti, Rothman et Watson. Au 20e tour, le classement a un petit peu évolué puisque Scheckter, sur la Wolf, s'est emparé de la deuxième place au détriment de Hunt. Lauda est toujours devant. Depailler toujours quatrième. Pache, Mas. Rothman a un petit peu remonté dans le classement, mais il est quand même loin, le leader du championnat. Andretti ensuite et John Watson, voilà pour compléter le top 10. Et puis on en arrive donc au 23e tour, et là c'est le drame, effectivement, une histoire qui a fait le tour de la planète. Alors, quelles sont les circonstances? Eh bien, vous avez d'abord un arrêt sur le bas-côté parce que un pilote est en difficulté. C'est Renzo Zorzi, pilote italien qui a marqué 1 point en championnat du monde lors du Grand Prix du Brésil en terminant 6e. Il a 30 ans à l'époque, c'est un ancien ingénieur chez Pirelli, Renzo Zorzi, qui a réussi à gravir un petit peu les échelons, passant par la Formule 3, et donc en cette année 77, effectivement, il a un baquet chez Shadow, mais enfin bon, c'est quand même un second couteau, si vous me permettez l'expression. En tout cas, il s'arrête sur le bas-côté de la ligne droite des stands. Il était à ce moment-là 19e de la course et il y a un début d'incendie. Et effectivement, on voit clairement Renzo Zorzi qui commence à paniquer et qui essaye de sortir de sa voiture avec un fil qui le retient, qui l'arrache violemment. Bref, effectivement, il y a un petit moment de panique à cause de ce début d'incendie. Et c'est hélas le moment que choisissent 2 commissaires pour traverser la piste. Alors c'est vrai que ça semble incroyable, mais il faut donc imaginer 2 commissaires, alors qu'ils sont même pas en combinaison, hein, ils sont en jean t-shirt, hein, c'est comme ça, qui sont de l'autre côté de la ligne droite des stands, côté stand, ou en tout cas muré des stands, et qui, voyant évidemment ce qui se passe par rapport à Renzo Zorzi, traversent sans réfléchir, hélas, ou alors en réfléchissant, mais en ne voyant pas les voitures arriver, car il y a une bosse sur la ligne droite de Chialamine, traversent à grandes enjambées la piste pour aller porter secours à l'Italien. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent des voitures. Eh bien oui, Stuck arrive à éviter les 2 hommes de justesse, mais pas Tom Price, qui arrive à ce moment-là et qui fauche littéralement le 2e commissaire. Alors on connaît son nom, hein, figurez-vous, il s'appelait Frédéric Janssen van Vuren. Il était âgé de 17 ans. Et inutile de vous dire qu'il est mort sur le coup, hein, bien évidemment, fauché. C'est une image terrible, vraiment choquante, où on voit le corps qui fait une sorte de toupie en l'air. Bon, donc il est mort sur le coup, le pauvre Van Vuren. Et le drame veut que dans cet accident, il lâche ce qu'il tenait à la main, à savoir un extincteur. Et cet extincteur vient frapper en pleine tête Tom Price et le tue également sur le coup. Donc vous imaginez un petit peu ce drame absolu avec un homme écrasé et donc tué sur le coup, un commissaire de piste qui lui-même tue un pilote en lâchant l'extincteur qu'il avait à la main et qui vient le taper à la tête brutalement. Même si à ce moment-là, on ne sait pas que Tom Price est mort. On voit juste quoi? On voit juste une voiture folle qui continue sa route. Et effectivement, au prochain freinage, on comprend que Tom Price est inconscient, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc en fait, la Shadow de Price continue sa route et vient harponner Lafitte, qui lui, à ce moment-là, est en train de prendre son virage, le premier virage à Crowthorne. Ce qui fait qu'il y a un choc assez important, assez terrible, où la voiture d'un pilote mort déjà vient percuter un pilote en activité. Et donc Jacques Lafitte se fait rentrer dedans par Tom Price. Les 2 voitures sortent violemment de la piste et vont s'encastrer dans les grillages avec les rondins de bois. Et tout de suite, on se rend compte que Tom Price ne bouge plus. Donc il y a des secours qui se précipitent sur lui. Donc là aussi, il y a des images où le casque de Tom Price est enlevé. Il y a beaucoup de sang. Il y a du sang qu'on aperçoit sur la combinaison du gallois et qu'on aperçoit même, selon moi, sur le haut de la voiture. C'est terrible. Moi, en voyant les images, je devine qu'on fait un massage cardiaque sur Tom Price. La course continue pendant ce temps-là, on est bien d'accord. C'est comme à chaque fois le cas à l'époque. Donc il y a un massage cardiaque sur Tom Price, on traverse la piste, on l'a mis sur un brancard, on traverse la piste pour le mettre dans une ambulance et donc il est évacué un petit peu après par hélicoptère. Donc évidemment, il y a des gens dans les tribunes autour de cet accident qui ont tout vu et effectivement ça jette une chape de plomb sur ce Grand Prix d'Afrique du Sud qui donc continue, la course n'est pas arrêtée. Et après, on va donc savoir que Tom Price, évidemment, est mort sur le coup, que Niki Lauda a roulé sur un élément de la voiture de Price, ce qui fait que plus le Grand Prix continue, plus il perd de l'huile et de l'eau. Et les derniers tours de Lauda dans ce Grand Prix seront un véritable calvaire, parce qu'on se demande s'il va pouvoir gagner, parce que Jody Scheckter se rapproche. Mais Lauda va tenir bon et au bout du 78e tour, il va donc passer sous le drapeau à damier et c'est donc sa première victoire à Niki Lauda depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 1976. Alors le classement final de ce Grand Prix, Lauda
Jody Scheckter à 5 secondes 2, Depailler à 5 secondes 7, là aussi, Depailler sur le podium et qui aurait pu viser la deuxième place, 5 dixièmes seulement derrière Scheckter. James Hunt est quatrième à 9 secondes 5, Mass cinquième à 19 secondes 9, donc un Grand Prix finalement assez serré. Et John Watson termine 6e à 20 secondes. Voilà, les 6 premiers en 20 secondes, ce sont les pilotes qui marquent des points. Et alors, effectivement, au niveau du championnat, la grande histoire, c'est que Carlos Reutemann a été transparent. Il termine seulement 8e. 15 pilotes sont classés, ce qui fait qu'effectivement, au niveau du championnat, la donne est bouleversée. Scheckter passe en tête avec 15 points. Reutemann reste deuxième, 2 points derrière, mais il se fait rejoindre par Niki Lauda. Et James Hunt augmente un peu son capital et il est quatrième, 6 points derrière Scheckter. Donc on a bien compris que ce Grand Prix, il avait effectivement été très important parce que au sein de Ferrari, le rééquilibrage s'est fait effectivement en faveur de Niki Lauda et c'est lors de ce Grand Prix que Reutemann a prouvé, hélas, ou a montré qu'il n'était peut-être pas encore en mesure d'être le leader que Ferrari espérait qu'il soit. En tout cas, le bilan de ce Grand Prix d'Afrique du Sud 77 évidemment est terrible, avec un commissaire tué et un pilote mort en course. Alors Tom Price, on l'a évidemment un petit peu oublié, il avait 27 ans au moment des faits, il était marié à Nella, il avait débuté en Grand Prix au Grand Prix de Belgique 1974, il avait quand même signé une pole position dans sa carrière, mais oui, figurez-vous que c'est bien lui qui avait été en pole du Grand Prix de Grande-Bretagne 75, déjà sur Shadow. Son meilleur résultat, c'est 2 fois 3e, donc il a quand même 2 podiums aussi à son actif, Autriche 75 et Brésil 76. Au final, c'est 42 Grands Prix disputés pour Tom Price, 19 points marqués, 2 tours en tête lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 75 et incontestablement un statut de grand espoir du sport automobile anglais qui, hélas, a été fauché en plein vol, comme on peut dire, et dont la carrière s'est arrêtée là. On ne saura jamais ce qu'aurait pu faire Tom Price, mais on avait quand même le sentiment qu'il avait un fort potentiel et qu'il avait toutes les armes en main pour gravir les échelons et s'imposer petit à petit dans sa carrière en Formule 1. Voilà, c'est tout pour cet épisode, le 26e déjà de l'Afterlap. On va se retrouver la semaine prochaine, bien évidemment, pour un nouveau numéro. Et je vous annonce tout de suite que nous aurons un nouvel invité prestigieux. Alors, ce ne sera pas Henri Pescarolo, son deuxième entretien arrive bientôt, rassurez-vous. Mais bon, vous verrez, un grand nom du sport automobile français qui a accepté d'être notre invité. Merci à vous, à bientôt.